L'esprit humain est-il aussi libre qu'on le pense, au quotidien? C'est une vaste question. Oui, et c'est le genre de question qui, quand on s'y attarde un instant, donne un peu le vertige, en fait. Complètement. On se lève le matin, on prend des décisions, on achète des choses, on interagit avec des collègues, et on a tous cette conviction inébranlable que chaque choix vient de nous. Qu'on est aux commandes, quoi. Voilà, qu'on est les seuls capitaines de notre propre navire. Mais en parcourant la montagne de sources qu'on a rassemblées pour aujourd'hui, les études, nos notes, les analyses comportementales qu'on a épluchées, On se rend vite compte que cette liberté est, disons, plus fragile qu'il n'y paraît. exactement. Et notre mission aujourd'hui, c'est justement d'explorer ces eaux profondes de la psychologie humaine. L'art de la persuasion, les dynamiques d'influence. Et il faut préciser tout de suite qu'il ne s'agit pas de porter un jugement moral, hein. Non, pas du tout. L'idée, c'est de décortiquer de manière purement objective toutes ces forces invisibles qui façonnent les comportements de tous les jours. C'est vraiment une exploration indispensable pour quiconque souhaite comprendre les dynamiques sociales modernes. Parce que maîtriser ces concepts, c'est se donner les moyens de déchiffrer le monde qui nous entoure. Ouais. Que ce soit pour repérer et désamorcer les stratégies d'influence des autres, ou simplement pour apprendre à communiquer avec plus d'impact. Et la vraie problématique qui saute aux yeux quand on lit tout ça, c'est de savoir si on est véritablement les auteurs de nos choix, ou si on ne fait que réagir à des déclencheurs psychologiques qui volent complètement sous le radar de notre conscience. C'est le cœur du sujet. Et pour commencer cette plongée, je pense qu'il faut regarder du côté des ressorts cachés de la motivation humaine. C'est vraiment le socle de toute interaction. Oui, et là-dessus, il y a un point dans nos notes qui m'a particulièrement frappé. Ça concerne notre besoin d'appartenance. C'est un besoin viscéral qui remonte au début de l'humanité. Ah, la survie par le groupe. C'est ça. À l'époque, ne pas appartenir à la tribu, ça signifiait littéralement la mort. Et ce qui est fou, c'est la facilité avec laquelle de simples mots peuvent encore aujourd'hui activer cet instinct de survie. Avec une simple modification grammaticale. Ouais, le simple fait de changer un verbe en non modifie radicalement la réaction des gens. Comment on explique ça d'un point de vue scientifique, hein? En fait, c'est une question de neurologie et d'identité. Les chercheurs montrent que formuler une requête en utilisant un nom plutôt qu'un verbe, ça crée tout de suite l'illusion d'une tribu, d'une catégorie identitaire en fait. Comme l'exemple de la campagne de don de sang dans nos documents. Exactement cet exemple. Si le slogan dit « Faites un don », on est face à une action isolée. L'esprit rationnel évalue la demande de manière très froide. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'en ai envie? Ce genre de choses. Voilà. Mais si le slogan devient « Soyez un donneur », la dynamique cognitive change complètement. Le terme donneur fait appel à l'identité. Donc ne pas donner, ce n'est plus juste refuser une action. Non, c'est refuser d'incarner une valeur. C'est refuser de faire partie d'un groupe valorisant. Et comme l'esprit humain déploie une énergie folle pour éviter l'exclusion sociale, ce minuscule ajustement fait exploser les chances d'obtenir un oui. C'est dingue. En changeant un seul mot, on pirate un besoin ancestral. C'est du piratage linguistique, oui. Mais ce piratage, il s'applique aussi à nos routines. On a tous lu qu'il fallait des semaines, voire des mois pour créer une nouvelle habitude. C'est hyper décourageant. Surtout en partant de zéro, oui. Mais nos recherches mettent en avant un raccourci redoutable qu'on appelle l'ancrage des habitudes. C'est bien une façon de contourner la résistance du cerveau au changement, n'est-ce pas, Ami? Totalement. En fait, le cerveau est une machine conçue pour économiser de l'énergie. Créer un nouveau réseau neuronal pour une habitude inédite, ça demande un effort cognitif immense. Donc il faut tricher un peu. On va dire qu'on parasite une structure existante. Au lieu de forcer une nouvelle action, on l'accroche à un rituel qui est déjà là. Imaginons un contexte professionnel. Un manager a un collaborateur qui laisse toujours son bureau dans un désordre pas possible. Le truc classique qui agace. Ouais. Au lieu d'aller au conflit avec des reproches qui vont juste générer de la défensive, le manager repère une habitude bien ancrée. Disons que ce collaborateur vient toujours prendre un café dans le bureau du manager, tous les jours à 17 heures. D'accord. Il suffit de lier la nouvelle demande à cet événement. Le manager dit un truc du genre « Rangeons l'espace de travail et juste après, on se prend notre café pour faire le point Ah, donc le café devient le déclencheur. ». C'est ça. Au bout de quelques répétitions, le cerveau associe l'action de ranger au signal du café. L'effort mental disparaît, l'action devient un réflexe conditionné. C'est très élégant comme méthode pour obtenir un résultat sans nager à contre-courant. C'est brillant. Mais on parlait de la force des mots, et là on parle des habitudes. Que se passe-t-il quand il n'y a ni mots, ni habitudes, juste l'environnement? L'environnement physique.
Oui, parce qu'il y a cette étude dans nos notes qui m'a laissé un peu perplexe. Notre environnement et même nos sensations thermiques pourraient dicter nos jugements moraux. L'expérience avec la boisson chaude, tu peux l'expliquer? Bien sûr. C'est l'une des démonstrations les plus fascinantes sur la façon dont le corps influence l'esprit. On demande à quelqu'un d'évaluer le profil d'un inconnu. Ok. Mais juste avant, un chercheur demande innocemment aux participants de lui tenir son gobelet de café, pendant quelques secondes. Juste pour avoir les mains libres. En apparence, oui. Sauf que, pour la moitié des participants, le café est brûlant. Et pour l'autre moitié, c'est un café glacé. Les résultats sont incroyables. Ceux qui ont tenu le gobelet chaud ont massivement tendance à juger l'inconnu comme ayant une personnalité chaleureuse, amicale, ouverte. Et ce, avec le gobelet froid? Ils le jugent plus distant, froid, égoïste. Mais faisons un peu l'avocat du diable ici, si tu veux bien. Je t'en prie. Est-ce que ça marche vraiment dans la vraie vie? J'ai du mal à croire qu'on puisse me faire signer un mauvais contrat d'affaires simplement parce qu'on m'a servi un thé bien chaud en arrivant. Ah non, bien sûr que non. Un thé chaud ne fera jamais signer un mauvais contrat à un expert juridique qui fait son travail. Ce que ces techniques font, c'est incliner le plateau de la balance. Créer un biais. Voilà, un biais de base. Ça crée une légère prédisposition favorable qui abaisse les barrières de la méfiance. Et dans une négociation très serrée, ce petit pourcentage de sympathie supplémentaire, ça peut faire toute la différence. Surtout si on combine ça avec d'autres instincts primaires. Comme l'aversion à la perte. C'est aussi très présent dans nos recherches. L'aversion à la perte, c'est surpuissant. Le fait qu'on est terrifié à l'idée de perdre ce qu'on a, bien plus qu'on est excité à l'idée de gagner quelque chose de nouveau. Exactement, c'est le principe de préservation. Neurologiquement parlant, la douleur de perdre 100 € est 2 fois plus intense que le plaisir d'en gagner 100. Donc un bon communicateur ne perdra pas son temps à expliquer les gains merveilleux d'une décision. Il va plutôt appuyer sur ce qu'on risque de perdre. Ouais, il décrira avec précision ce à quoi la vie ressemblera si on passe à côté de l'opportunité ou les conséquences négatives de l'inaction. La peur de la perte motive toujours plus vite que la promesse d'un gain. Donc, si on résume cette première partie, nos mots, nos habitudes et même la température de ce qu'on touche peuvent court-circuiter notre logique. C'est ça. Ce qui nous amène naturellement au niveau supérieur de notre exploration, la programmation neurolinguistique, la fameuse PNL. On passe des petits biais cognitifs à la tentative d'accéder directement au subconscient. C'est le niveau au-dessus en effet. Comment ça fonctionne d'un point de vue purement neurologique? Il faut s'intéresser aux fréquences électriques de notre cerveau. En ce moment même, pendant qu'on discute de tout ça, notre cerveau fonctionne en ondes bêta. C'est l'état de veille, d'analyse? L'éveil actif, la vigilance, oui, c'est là que réside notre esprit critique. Mais quand on se détend, par exemple, quand on regarde défiler le paysage dans le train ou juste avant de s'endormir, le cerveau ralentit. Il passe en onde alpha. Et c'est un état de relaxation légère. Exactement. Et le secret est là. En état alpha, la barrière critique de l'esprit rationnel s'abaisse. Le subconscient devient exposé et très malléable aux suggestions. Et c'est ce que cherchent à provoquer les praticiens de l'hypnose conversationnelle ou de la PNL. Faire baisser la garde. Et nos notes décrivent une technique spécifique pour y parvenir. D'ailleurs, il faut faire une distinction hyper importante ici. Nos recherches parlent d'un ancrage physique. Oui, à ne pas confondre avec l'ancrage des habitudes. Voilà, ce n'est pas du tout la même mécanique que l'histoire du café et du bureau de tout à l'heure, n'est-ce pas? Pas du tout. L'ancrage des habitudes lie une tâche à une routine. L'ancrage physique en PNL, c'est la création volontaire d'un bouton lecture pour une émotion spécifique. Un bouton de commande sur un être humain? C'est presque ça. Le processus est chirurgical. Le praticien amène son interlocuteur à raconter un souvenir intense, un moment où il s'est senti extrêmement confiant, par exemple. Le praticien observe la respiration, le langage corporel, et au moment paroxystique de l'émotion, Il crée l'ancrage. voilà. Il va par exemple toucher brièvement et d'une manière très précise l'avant-bras gauche de la personne. Un toucher qui a l'air complètement anodin. En apparence, oui, mais le cerveau vient de créer une association neurologique instantanée. Il lie ce pic émotionnel de confiance à la pression physique sur cet endroit précis. Donc, 1 heure plus tard, s'il y a une hésitation dans la négociation, Le praticien n'a qu'à reproduire très exactement ce même toucher, et le réseau neuronal se réactive. La personne est de nouveau inondée de confiance sans comprendre rationnellement pourquoi. c'est de la biologie pure, mais ça ressemble à de la science-fiction. La question qui vient tout de suite à l'esprit face à des outils aussi intrusifs, c'est comment on s'en défend? Il y a un bouclier psychologique contre ça?
Absolument. La parade la plus efficace, c'est de brouiller les pistes de lecture. Les experts en influence calibrent leurs actions en observant les mouvements oculaires. Parce que la direction du regard indique comment on traite l'information. Oui, si on visualise une image, si on se souvient d'un son, pour désamorcer cette analyse, les sources suggèrent une technique très simple. Bouger les yeux de manière totalement chaotique et aléatoire pendant la conversation. J'essaye d'imaginer la scène. T'es dans une réunion hyper sérieuse et tu te mets à rouler les yeux en l'air, regarder en bas à droite, fixer le plafond sans raison. Ça doit rendre fou la personne en face. Ah oui, le manipulateur qui essaye de trouver un schéma logique dans ton regard, il doit complètement perdre le fil. C'est le but, hein. Détruire sa base de données en envoyant des signaux incohérents. Mais la défense passe aussi par l'analyse du langage de l'autre. Il faut traquer le langage vaguement permissif. Ah, ces fameuses phrases qui ont l'air très polies, du genre n'hésitez pas à vous détendre ou faites comme chez vous. Ou vous pouvez prendre tout le temps qu'il vous faut. Voilà, on entend ça tout le temps. Qu'est-ce qui se cache vraiment là-dessous? Sous le vernis de la politesse, ce sont des ordres déguisés. Si on te dit un ordre direct comme «détendez-vous maintenant», ton esprit critique résiste. Mais avec une permission, on contourne cette résistance, tout en invitant le cerveau à glisser vers cet état alpha de réceptivité dont on parlait. C'est subtil. Ouais. Dès qu'on repère ça, la consigne est de se redresser, de reprendre une posture de vigilance et surtout de refuser tout mimétisme physique ou tout contact, rompre la synchronisation. Ce qui nous fait une transition parfaite vers notre troisième axe de réflexion. On a vu comment se protéger à l'échelle individuelle, mais que se passe-t-il quand la manipulation vient de l'autorité? C'est encore à un autre niveau. On a tous cette image assez flatteuse de nous-mêmes, tu sais. On se dit que face à un ordre contraire à notre éthique, on réagirait avec courage, qu'on serait rationnel. Mais nos documents détruisent complètement ce mythe. Ah oui, il s'appuie sur des monuments de la psychologie sociale, l'expérience de Milgram avec les chocs électriques dans les années 60, ou la prison de Stanford de Zimbardo, avec ses étudiants normaux devenus des tortionnaires en quelques jours. Juste en portant un uniforme? C'est ça. Chez Milgram, 65% des gens ordinaires étaient prêts à envoyer des décharges mortelles à un inconnu, simplement parce qu'un homme en blouse blanche le demandait calmement. Ce qui est fascinant dans nos notes, c'est l'explication neurologique de cet effondrement moral. C'est là que je voulais en venir. Pourquoi notre cerveau se soumet-il aussi vite à un uniforme ou à un titre sympa? C'est ce qu'on appelle la délégation cognitive. Traiter une situation morale complexe, ça demande une quantité d'énergie phénoménale au cerveau. Alors quand une figure d'autorité claire prend la responsabilité, Que ce soit un policier, un médecin, un PDG. oui, eh bien, notre cerveau voit une opportunité de sous-traiter le traitement de l'information. Il se dit, cette personne sait ce qu'elle fait, elle assume, plus besoin de réfléchir. Donc on délègue notre conscience morale par pure paresse neuronale. C'est glaçant quand on y pense. Ça arrive aussi dans des situations beaucoup plus banales, à travers la cécité d'inattention. L'expérience du gorille invisible. J'adore cet exemple. Ah oui, explique-la, elle est parlante. En gros, on demande à des gens de regarder une vidéo d'un match de basket. On leur demande de compter le nombre de passes d'une équipe précise. Et pendant le match, un homme déguisé en gorille entre sur le terrain, se frappe la poitrine et repart. Et la plupart des gens ne le voient pas. Obnubilés par la tâche de compter, ils ne remarquent absolument rien. Notre perception filtre tout ce qui ne sert pas notre objectif immédiat. Et cette sélectivité de l'attention laisse la porte grande ouverte pour l'amorçage, le priming en anglais. C'est l'art d'implanter une idée pour modifier un comportement à l'insu de la personne. L'expérience avec les mots liés à la vieillesse illustre ça parfaitement. Oui, on demande à un groupe de lire des mots comme ride, grisonnant, lenteur. Les participants pensent faire un simple test de vocabulaire. Mais l'expérience commence vraiment quand ils quittent la pièce. Les chercheurs ont chronométré leur vitesse de marche dans le couloir. Et ils marchaient plus lentement. Physiquement plus lentement que le groupe de contrôle, oui. Le simple fait de lire des symboles typographiques associés à la vieillesse a modifié leur physiologie dans les minutes qui ont suivi. L'esprit rationnel a été complètement contourné. Totalement bypassé. C'est fou de se dire qu'un mot lu sur une feuille peut ralentir nos pas dans un couloir. Bon, on a bien vu l'ampleur de notre vulnérabilité. Décortiquons un peu l'application de ces connaissances dans le monde réel. Parce que le but, c'est aussi de s'armer pour le quotidien. Exactement. Si on veut utiliser ces mécaniques pour devenir plus persuasif, plus charismatique, nos sources proposent des exercices pratiques très intéressants. L'un d'eux concerne la fluidité du discours. Ah, l'exercice de la douche. Oui, parce que l'hésitation, les petits tics comme les « en fait » sapent instantanément l'autorité.
comment on s'en débarrasse? Les documents proposent un exercice d'association d'idées, libre à faire idéalement sous la douche, là où on est détendu. Le défi, c'est de parler à voix haute pendant 60 secondes chrono, sans jamais s'arrêter et sans utiliser un seul tic verbal. On part d'un mot au hasard? Disons savon, et on rebondit sans aucune logique. Le savon fait penser à la propreté à l'hôpital, l'hôpital à la médecine. L'objectif n'est pas d'avoir un discours profond, mais d'entraîner le cerveau à lisser la transition entre les pensées. J'imagine bien les voisins appeler la police en entendant quelqu'un hurler sur la médecine sous la douche. C'est un risque à prendre. Mais l'idée est brillante. Un discours continu, sans friction, ça projette une aura de certitude absolue. Et les humains font naturellement confiance à la certitude. Cette confiance, on la retrouve aussi dans la psychologie des prix. L'exemple des 191,50 $ contre 200 $. Ça, c'est fascinant pour les affaires. J'ai tout de suite pensé à l'achat d'une voiture d'occasion. C'est l'analogie parfaite. Si tu proposes un prix rond, disons 5 000 € pour une voiture, le cerveau reptilien de l'acheteur déclenche une alerte. Ça semble arbitraire, gonflé au hasard, pour laisser de la marge de négociation. Alors qu'un prix de 4 875 €, Ça change la donne cognitive. Cette précision génère de la confiance. Le cerveau rationnel analyse ce chiffre imparfait et en déduit qu'il est le résultat d'un calcul très pointu basé sur des coûts réels. sans donner d'arguments en plus, le chiffre semble juste plus honnête. C'est exactement ça, moins ouvert à la remise en question. C'est un détail hyper pragmatique qui peut rapporter gros. Tout comme un autre principe pour les relations professionnelles, la règle de la générosité écrasante. On connaît tous la réciprocité basique. Je te donne, tu me donnes. Mais là, les documents parlent d'une stratégie survitaminée, le ratio de 10 pour 1. Qu'est-ce que ça implique concrètement? L'erreur, c'est de demander une grande faveur après en avoir rendu une petite. La stratégie du 10 pour 1 renverse ça. Si tu veux obtenir un gros contrat ou une introduction clé, il faut créer un déséquilibre psychologique massif en amont. Donc on donne 10 fois plus? On résout 10 petits problèmes pour cette personne. On partage des ressources cruciales, sans absolument rien demander en retour pendant un long moment. On crée un sentiment de dette presque morale. Et quand on finit par demander la faveur? Le oui devient une évidence. C'est même un soulagement pour la personne qui veut rééquilibrer la balance relationnelle. C'est de l'ingénierie sociale poussée à son paroxysme. Bon, après ce grand voyage à travers nos failles cognitives, le piratage linguistique, les ondes de la PNL et l'autorité, faisons le point. Ce qui ressort le plus de nos lectures, c'est que toutes ces techniques sont neutres par nature. Ce sont de simples outils, oui. Comme un scalpel. Ça peut sauver une vie ou causer des dégâts selon les mains qui le tiennent. Les études montrent bien que choisir d'ignorer ces mécanismes, c'est accepter d'avancer les yeux bandés. Refuser de comprendre comment on est influencé, c'est consentir en être la victime involontaire à chaque publicité, à chaque négociation. L'enjeu est colossal. S'approprier ça, ce n'est pas juste ériger des boucliers, c'est comprendre finement les besoins de ceux qui nous entourent, savoir instaurer un vrai climat de confiance. Explorer la psychologie humaine, ça permet de passer d'une simple réaction instinctive à une navigation réfléchie. C'est reprendre les commandes. Et pour clore cette exploration, il y a une pensée qui émerge quand on pousse la réflexion plus loin. On vient de voir à quel point on est vulnérable aux moindres détails. Un mot, un toucher, un café chaud. En face à face, oui. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? Alors que les algorithmes des plateformes sociales, codés par des esprits brillants, exploitent ces biais exacts à l'échelle du milliard d'individus en permanence sur nos écrans. Si notre libre arbitre est si fragile dans une conversation, ne sommes-nous pas en train d'être programmés à une échelle que notre cerveau n'est tout simplement pas équipé pour comprendre?